Cette semaine, dans Afrique, nous nous rendons à Dadaab, au Kenya, où la vie des réfugiés du camp est plus précaire que jamais. Nous envolons ensuite à Madagascar, où les mangroves sont décimées pour leur bois plein de ressources. Enfin, nous suivons le voyage de 6 rhinocéros noirs transférés d'Afrique du Sud au Tchad, dans le cadre d'un ambitieux projet de repeuplement. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Un imam a été tué et 2 personnes grièvement blessées jeudi lors d'une attaque au couteau dans une mosquée de la banlieue de Durban. 3 hommes sont entrés dans l'édifice religieux à la mi-journée et s'en sont pris à l'imam avant de le ligoter, le jeter à terre et lui trancher la gorge. Les assaillants ont ensuite lancé un cocktail Molotov dans la mosquée qui a partiellement pris feu avant de prendre la fuite. C'est triste, ce n'est pas normal. Nous sommes hindous, tamouls, les musulmans sont là, nous ne faisons qu'un. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça se passer ici. Une attaque sans précédent en Afrique du Sud où environ 1,5% des 55 millions d'habitants du pays sont musulmans. Au moins 44 personnes sont mortes mercredi soir après la rupture d'un barrage à Nakuru dans le centre du Kenya. Les maisons ont été emportées par les flots alors que les habitants endormis n'ont pu voir la catastrophe arriver. Après une grave sécheresse, des semaines de pluie torrentielles ont provoqué des inondations et des coulées de boue au Kenya qui ont fait plus de 170 morts. Près de 220 000 personnes ont été déplacées. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle épidémie de fièvre Ebola. Au moins 18 personnes ont déjà été tuées dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays. 32 cas suspects ou confirmés ont été recensés entre le 4 avril et le 9 mai. L'Organisation mondiale de la santé juge élevé le risque de propagation de l'épidémie et se prépare au pire des scénarios. La dernière épidémie dans le pays remonte à 2017 et avait fait officiellement 4 morts. Des milliers de personnes ont assisté jeudi aux funérailles du chef de l'opposition mozambicaine et ancien guérillero Afonso Dhlakama dans son village natal, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Beira. Sa disparition à l'âge de 65 ans a surpris tout le monde, ainsi que le président actuel du pays. La disparition prématurée de notre compatriote ne doit pas constituer un revers pour le processus de paix. Le décès de Dhlakama marque un tournant dans l'histoire politique du Mozambique et de la Renamo, l'ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile. Pour l'heure, l'ex-député et ex-secrétaire général du mouvement, Ossufo Momadé, assure l'intérim. Le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis à l'issue des premières municipales démocratiques du pays. Sa candidate Souad Abderrahim n'a cependant pas obtenu la majorité absolue lui permettant d'accéder au poste de maire. En revanche, si elle parvient à emporter l'adhésion de conseillers municipaux, elle deviendrait la première femme maire de la capitale. Des détritus jusqu'à la taille, des centaines d'hommes et de femmes ont participé samedi 5 mai à la première journée nationale du nettoyage décrétée par le nouveau président Julius Maada Bio. Pour ce premier Cleaning Day, Freetown a été divisé en 7 zones, avec pour chacune d'elles 1000 jeunes dotés de matériel de nettoyage. J'aime l'enthousiasme des gens, ils veulent vraiment que leur environnement devienne propre. J'aime également le fait que tout le monde participe. Ce n'est pas une question de parti politique, tout le monde met la main à la pâte. Le gouvernement va dépenser des millions de léonaises pour ces journées qui auront lieu le premier samedi de chaque mois. Fartoun vit avec ses 11 enfants ici à Dadaab, après avoir fui la sécheresse et la guerre civile en Somalie en 2010. Depuis, elle vit sous la menace de la fermeture du camp annoncée par le gouvernement kényan en 2016. J'avais entendu que si par malheur nous n'arrivions pas à quitter le camp, nous serions tabassés et forcés à partir. Dans le cadre du programme de rapatriement volontaire lancé en 2014, 75 000 Somaliens reçoivent une aide financière pour retourner dans leur pays. Fartoun en fait partie, mais après avoir passé la frontière, son convoi est attaqué. Sur le chemin, des Dolans nous ont capturés et gardés en otage pendant 2 jours. C'est là qu'ils nous ont violés et torturés. Après avoir frôlé la mort, Fartoun décide de revenir au camp, mais le retour est difficile. Prétextant la préparation d'attentats par les islamistes somaliens Shebab depuis le camp, le gouvernement kényan a annoncé sa fermeture en mai 2016, à l'approche d'échéances électorales.
Depuis, il n'accorde plus automatiquement le statut de réfugié et les ONG se plaignent de coupes financières drastiques. La première chose que les donateurs nous disent, c'est pourquoi lancer des programmes à long terme. Ils se demandent pourquoi faire des programmes sur le long terme si le camp va bientôt fermer. Le programme alimentaire mondial a réduit de 30% les rations alimentaires pour les réfugiés du camp. L'avenir ici reste donc incertain, mais pour Fartoun, hors de question de retourner en Somalie. Dans la famille de Mam, on est pêcheur de crabes de génération en génération. Un travail qui rapporte avec 300 000 ariars en moyenne par mois, soit près de 80 €. Mam gagne le double du salaire minimum à Madagascar, mais aujourd'hui, son activité est menacée. Avant, il y avait beaucoup de crabes par ici, mais il y en a moins maintenant. À mon avis, c'est à cause du changement climatique. Autrefois, la mer était très loin, mais aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus. Changement climatique, mais aussi déforestation. Pendant 5 ans, Mam a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons. Pendant la haute saison, c'est facile d'attraper des crabes, mais pendant la basse saison, c'est très difficile. Alors il fallait trouver une autre source de revenus. En dehors du village, il y a des gens qui achètent du bois de mangrove pour construire des maisons. À l'époque, je coupais le bois pour le revendre à ces gens. La mangrove est surtout utilisée dans la construction de cases ou comme bois de chauffe. Ici, les palétuviers ont été totalement détruits. Cette déforestation peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. Ça favorise l'érosion de cet endroit parce qu'il n'y a plus de mangroves et ça favorise aussi la montée des eaux de la mer à l'intérieur de terre parce qu'il n'y a plus de barrières. Les mangroves ont un rôle de barrière contre l'érosion, contre les vents forts, comme les cyclones. Mam a totalement arrêté la coupe illégale. Aujourd'hui, avec d'autres villageois, ils reboisent. Dans cette région, 340 hectares de mangroves ont été replantés au cours des 6 dernières années. Premier pas dans son pays d'adoption. Ce rhinocéros noir deviendra, si tout se passe bien, l'un des piliers de la réintroduction de son espèce au Tchad, où elle est éteinte depuis les années 70, victime du braconnage. 2 mâles et 4 femelles arrivés d'Afrique du Sud grâce à un partenariat entre les 2 gouvernements. Nous remercions vraiment l'Afrique du Sud qui a su conserver le rhinocéros jusqu'à ce jour et qui permet maintenant aux autres pays africains d'avoir des espèces. Le voyage a commencé 3 mois plus tôt et plus de 4000 km au sud, dans le parc de Marakele, où les rhinocéros ont été capturés. Direction les enclos d'un autre parc national sud-africain. Objectif, préparer les 6 pachydermes d'un peu moins d'1 tonne à passer 15 heures dans un avion entouré de vétérinaires. Ça prend environ 3 mois de les amener à un point où on peut carrément les toucher et où ils sont à l'aise avec le contact humain. Ça rend le voyage en avion beaucoup plus simple. Et si les animaux s'habituent à l'homme, pas de risque qu'ils oublient qui ils sont une fois dans la nature. Une fois qu'ils sont relâchés, ils redeviennent des rhinocéros. Ils vont peut-être faire le lien s'ils vous voient, mais ce sont des rhinocéros. Ils vont charger. Pour les 5000 rhinocéros noirs qui peuplent l'Afrique, la menace du braconnage est constante. Mais l'ONG African Parks qui pilote le projet se veut rassurante. Le Tchad et le parc de Zakouma, où ces animaux sont réintroduits, offrent une protection suffisante. Nous avons suffisamment confiance dans la volonté politique du Tchad et dans notre expérience de gestion. Et grâce au financement de l'Union européenne, nous pensons avoir réuni les conditions pour que les rhinocéros prospèrent à nouveau au Tchad, d'où ils ont disparu depuis plusieurs décennies. Après quelques semaines d'adaptation au climat et à la nourriture, les rhinos seront relâchés dans la nature. Le projet prévoit ensuite la réintroduction de plusieurs autres individus, avec l'espoir de recréer une population de rhinocéros au Tchad, où ils avaient vécu pendant des millions d'années avant l'arrivée des braconniers.
Les œuvres du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, décédé fin 2016, ont été exposées par sa famille dans son ancienne maison de Dakar. Un musée qui a ouvert ses portes samedi 5 mai au grand public. Ah mais c'est fabuleux, ça confirme justement mes convictions que c'est vraiment un orfèvre de l'art sculptural dans la mesure où ces sculptures majestueuses nous informent sur la culture mondiale, on va dire, et négro-africaine en particulier. L'inauguration de la maison Ousmane Sow a lieu en marge de l'édition 2018 de Dakar, une des plus importantes manifestations de l'art africain contemporain, organisée tous les 2 ans au Sénégal. Dans notre prochaine édition, nous nous rendrons en Égypte pour vous présenter la jeune Sarah Samir, 20 ans, dont la médaille olympique a propulsé l'haltérophilie féminine au premier plan du sport égyptien. À la semaine prochaine.